That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je renoue le dialogue avec Corinne Maury, qui était déjà venue. La dernière fois, je crois que c'était pour nous parler de Jeanne Dillman, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, elle vient, c'est ça, exactement ça, et elle revient aujourd'hui parce qu'il y a un livre. Le livre s'intitule Marcher au cinéma, ligne au pluriel d'existence, édité chez De l'Incidence éditeur. Et d'ailleurs, je remercie Robert Bonamy pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif de la vidéo, comme à l'accoutumée, vous trouverez le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de l'éditeur si vous souhaitez vous le procurer. Écoutez, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et puis ma première petite question, qui est très très simple, mais qui va nous permettre aussi d'introduire le sujet. Quoique, est-ce que c'est venu l'idée d'écrire ce livre? Est-ce que c'est une idée qui germait en vous depuis un certain temps, au gré de films que vous aviez pu voir, ou, ou c'est arrivé récemment parce qu'un film vous a donné cette idée-là? Alors, ça fait depuis un moment parce que moi je travaille en fait sur, des questions, de représentation d'espace au cinéma. Donc ça fait déjà, plusieurs années en fait que je m'intéresse à ces questions de la représentation de l'espace et la question de la marche, elle était déjà présente dans mon travail aussi sur Bellatar. Donc et Guiraudy aussi, depuis quelques années. Donc moi, ce qui m'a intéressée en fait dans la question de la marche, c'est, voir en quoi certains cinéastes contemporains en fait se défaisaient d'une certaine manière, d'un travail de composition, du plan, du paysage et enfin, pour le dire plus simplement, en fait, ils allaient travailler le paysage autrement que la notion de tableau ou de paysage pittoresque ou de paysage contemplatif, parce que j'ai un peu de mal avec ce terme, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la notion de paysage vécu et de paysage dynamique. Et en quoi certains cinéastes contemporains, Guiraudy, évidemment, avec Du soleil pour les gueux, qui est un film extrêmement important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il commence l'ouvrage. Des gens comme Bellatar, Tsam Liang et d'autres ont donné en fait une autre représentation du paysage et ont déplacé la question spatiale, pas simplement sur un côté arrière-fond, composition un peu inerte, ce qu'on appelle un peu décor naturel, qui est un terme aussi assez statique en fait. Donc la marche, c'était une manière pas simplement de centrer, on va dire, un personnage, parce qu'on a des centaines et des milliers de mouvements panoramiques ou travelling qui suivent un personnage au cinéma, et là, il est évidemment centré dans le plan, mais de travailler la relation dynamique entre ce que ça veut dire marcher et en même temps voir l'espace, c'est-à-dire être localisé dans un espace. Et question un petit peu, peut-être un peu personnelle, est-ce que, parce qu'il y a une préface d'Antoine Debec qui parle de cela aussi, de son expérience personnelle, au niveau de la marche. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous sensibilise dans votre quotidien, et ce rapport à la marche, que vous questionnez dans le cinéma, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous sensibilise dans votre quotidien? Comme le fait Antoine Debec dans sa préface. Alors oui, ça c'est en fait ce que dit Antoine. Alors lui, c'est un marcheur historien dans les espaces et notamment, la montagne. Moi, je suis plutôt une marcheuse du quotidien des villes, c'est-à-dire je marche, plusieurs, 1 ou 2 heures par jour des fois, en fait, après avoir écrit, et c'est vrai que ce que je trouvais intéressant dans ce que disait Antoine, c'est que dans cette manière, en fait, de marcher, il y a une autre manière, en fait, de composer le travail de l'écriture. C'est-à-dire que dans la marche aussi, il y a un mouvement de la pensée. Il y a une manière de cartographier, en fait, ou de noter quelque part la pensée. Donc oui, moi j'ai une expérience évidemment, mais beaucoup avec la ville, en fait, dans la manière de découvrir la ville par la marche et sortir, on va dire, des artères un peu connues, un peu grand public, en fait, de s'évader dans d'autres cheminements, en fait, de la ville, dans des quartiers des fois où on va pas, enfin voilà. Ce qui m'intéresse moi, c'est cette question aussi d'avoir un rapport à la question spatiale et de pas montrer au cinéma cette question de l'espace comme quelque chose qui serait un arrière-plan. Voilà. Par exemple, ce que fait Guiraudy, et ce qui est très très beau dans le travail de
Guiraudie, parce que c'est aussi cette manière, quand il fait du Soleil pour les gueux, il dit « je fais un cinéma loin de Paris ». Et évidemment, loin de Paris, c'est aussi la ville forteresse, un peu où tout se passe. Et moi, j'habite dans ce paysage, et c'est vrai que dans cette question de la manière dont il filme le Larzac, avec ces espèces de compositions, de plans où il y a des herbes, en fait, une espèce de géographie sensible, c'est ça aussi. Et on oublie en fait que l'art du cinéma, c'est aussi un art de montrer une géographie par le travail de la sensation et le mouvement en fait marcheur, et ce travail de la sensation qui va justement donner à l'espace une forte représentation, et pas une représentation qui serait figée, statique ou simplement déposée comme une espèce de plan tableau, mais quelque chose qui participe d'une dynamique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de marcher voilà, dans le causse du Larzac avec ces espèces d'herbes extrêmement fortes, et d'avoir un travail de composition où d'une certaine manière il s'agit à la fois de révéler l'espace et de montrer qu'il y a une dynamique physique, énergétique, sensible, et que là-dedans il y a un art du cinéma qui prend véritablement pied, verticalité dans un rapport à la géographie. Vous évoquez la géographie sensible. Ce qui serait insensible, c'est le côté statique, c'est bien ça? Si je vous ai bien Le compris. côté statique, en fait, on a souvent quand même posé, alors que ça soit dans le cinéma classique, on va dire le corps de l'acteur au centre, et dans le cinéma moderne, on a évidemment travaillé ce rapport de décentrement, mais j'estime, en fait, moi je fais l'hypothèse un peu dans ce livre, que dans le cinéma moderne, on n'a pas véritablement utilisé, en fait, la question du mouvement pédestre. Et c'est le cinéma contemporain qui va le travailler dans un rapport aussi à la durée. Voilà. Et cette question de la durée, on le voit par exemple avec le Walker de Sammy Liang, c'est-à-dire des plans qui vont persister dans un rapport de frontalité de durée, pour nous amener aussi à regarder par exemple qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est qu'une architecture, et à partir de là, dessiner, déplier aussi la fonction politique de l'espace, sa fonction économique, hein, et pas simplement en fait quelque chose qui relèverait de la carte postale ou d'une simple localisation. C'est ça qui est intéressant, c'est comment ces plans durés, aussi bien chez Bellatar que chez Sammy Liang, ils vont dépasser en fait le stade de l'information pour montrer en fait une relation à l'espace. On le voit par exemple avec Damnation, le personnage de Carrère, c'est celui en fait qui marche évidemment dans un espace d'une ville qui est désolée, hein. On a ce sentiment effectivement d'une météorologie lourde, pesante, avec une pluie. Et ça dit quelque chose aussi finalement d'un être-lieu, voilà, cet être-lieu qui passe par la question de la marche. Et du coup, pour ces cinéastes, il y a vraiment l'idée en fait de travailler le scénario à partir de l'espace. Ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus sur écrire en fait un film à partir du personnage et lui donner une fonction psychologique, une fonction pathologique, ou même dans la modernité, la question de la crise du couple, comme chez Antonioni, même si Antonioni a bien sûr travaillé ces modes de la marche dans l'espace, on pense notamment à la note, et que Sammy Liang va reprendre, mais il va le reprendre en travaillant davantage en rapport de durée et d'ancrage, c'est-à-dire en fait le mouvement va permettre une force d'ancrage en fait dans l'espace. Et c'est le travail de la composition du plan et le travail de la durée qui va permettre cela. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment en fait cette question spatiale, elle vient à partir de la marche, mais pas la marche au sens l'évasion, la solitude, en fait tous les clichés qu'on peut avoir et qu'on continue d'avoir d'ailleurs, parce que ça participe à la fois d'une marche loisir, ou on pourrait même dire d'une marche bien-être, ça n'a absolument pas lieu en fait dans le cinéma contemporain. La marche dans le cinéma contemporain, elle montre en fait des lignes d'existence. Et pour moi, c'était important de revenir à ce mot ligne et existence, c'est-à-dire deux mots en fait qui traduisent qu'est-ce que ça veut dire au quotidien en fait, ce rapport à l'espace. Ça traduit à la fois nos vies, ça traduit à la fois un contexte politique, ça traduit à la fois aussi une temporalité dans un rapport à l'espace. Voilà. Permettez-moi cette digression que vous n'évoquez pas forcément dans ce livre, mais comme vous travaillez sur ce geste cinématographique depuis un certain temps, je suis très curieux de savoir à partir de quand
ce cinéma moderne. Donc peut-être le cinéma provenant d'Europe, je ne sais pas, commence à s'intéresser à ça, commence à montrer une démarche ou une marche en prenant comme décor, en prenant les paysages naturels, comme vous le dites, comme une géographie sensible. C'est à partir de quand exactement que ça commence? C'est dans les années 60 ou c'est un peu plus tôt? Et est-ce que le cinéma américain, après, plus tard, a été influencé par ce cinéma qui vient plutôt d'Europe? Alors moi, je sais pas si une fois encore, stricto sensu, il y a une date, si c'est l'Europe de l'Est. Je pense que, souvent, en fait, même dans les films des années 60, on commence à filmer la marche, mais souvent, la plupart du temps, elle fait partie de l'ellipse. Parce que justement, la marche, c'est un geste, en fait, qui n'est absolument pas spectaculaire et comme il relève, en fait, de l'évidence, or c'est du quotidien, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le bannit, en fait, hein, on le concentre dans l'ellipse, on ne le fait pas exister. Alors, s'il a existé, souvent, en fait, il existe, on va dire, dans une forme de commencement, c'est-à-dire on fait apparaître la marche et après on la retire. Or, il y a certains cinéastes contemporains qui vont affirmer cette marche. Par exemple, Ackerman, si on revient à Jeanne Dellman, quand Jeanne, en fait, sort faire ses courses, elle fait pas une ellipse, Ackerman. Elle montre bien Jeanne, en fait, marcher dans la rue. Et là, il y a déjà l'idée, en fait, que ça concentre une temporalité et que ça prend du temps, en fait, comme toute action. C'est vraiment une action de marcher. C'est une activité, c'est une action. C'est pas ça relève pas de rien. C'est pas une représentation morte, en fait. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse depuis des années, c'est comment certains cinéastes, d'une certaine manière, que ça soit du côté du quotidien ou du rapport à l'espace, vont travailler, en fait, cette mise en mouvement du corps, qui n'a rien évidemment de psychologique, de spectaculaire, mais qui participe à dire un état du monde par le travail du mouvement de la marche dans une inscription spatiale. Et que cette inscription spatiale, elle dit quelque chose aussi, bah, voilà, d'une situation en fait, et pas simplement une situation existentielle privée, mais une situation existentielle collective et publique. Alors, moi, évidemment, on peut prendre certains films de Kaurismäki, Béla Tarr, d'Europe de l'Est. Je pense que Béla Tarr est celui qui a vraiment affirmé cette question de la marche. Après, il faut faire attention à marcher, effectivement, et pas. Il y a une forme d'errance au départ, mais chez Béla Tarr, c'est toujours une errance retenue parce qu'on est toujours finalement concentré dans un certain espace et il n'y a pas. C'est pas l'errance chez Béla Tarr comme dans les premiers films de Sharunas Bartas, par exemple, 3 jours. Et donc là, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans cette manière de marcher, dans un rapport aussi fermé chez Béla Tarr. C'est-à-dire que quelque part, il y a pas d'horizon. Et ce qui m'a intéressé dans le travail, c'est cette question qui est pour moi une question importante sur la question de l'utopie. C'est-à-dire que chez Guy Roddy, en fait, le travail de la marche et cette manière d'être à l'espace, de dire en fait, parce que finalement le Karol Isbak qui est ce marcheur en fait du lieu, c'est celui qui revendique en fait. Alors c'est pas un enracinement, mais c'est bien une existence en fait, être là et continuer à être là et pouvoir continuer à exister dans ce lieu. Voilà. Donc du coup, là il y a une forme d'utopie dans la manière aussi chez Guy Roddy de parler et pas simplement de faire silence, puisque dans le cliché c'est souvent voilà, le personnage solitaire dans le beau paysage qui est dans le silence, il y a comme une forme de solennité. Là, il y a vraiment l'idée, dans le couple de marcheurs avec Nathalie Sanchez, qui est juste un corps formidable, et le berger, de poser des questions. Et ces questions, elles ont à voir avec le quotidien, avec une situation politique, on parle du travail, on parle de la retraite, enfin bref, on parle de qu'est-ce que ça veut dire être vivant dans un monde public, dans un monde collectif, et en quoi être vivant, ça veut dire aussi pouvoir participer, questionner, contredire, et poursuivre en fait une forme de contradiction. Miguel Abensour, il a une très belle formule, il dit en fait l'utopie c'est aussi le foyer où peut se dire une forme d'adverticité sociale. Voilà, c'est pas simplement l'imaginaire fantasmé, c'est aussi un locus. Et donc l'utopie chez Guy Roddy et peut-être aussi la fin des utopies avec Béla Tarr qui est
extrêmement présent, notamment avec les harmonies avec Majster. Et là encore, Miguel Abensour, qui m'a beaucoup accompagné moi dans cet ouvrage, qui est un philosophe d'ailleurs peu convoqué dans les études cinématographiques, puisqu'on a de belles figures qui sont souvent Deleuze et Rancière, mais Miguel Abensour pour moi est plus aujourd'hui en plus dans la situation politique dans laquelle on est, qui est pour moi, enfin voilà, l'œuvre de Miguel Abensour, elle est très importante. Donc cette question en fait de la marche comme espace critique, comme espace qui questionne aussi le possible, la question d'utopie ou la fin des utopies avec Bellatar, et dans les harmonies avec Majster, moi j'ai voulu montrer en fait qu'avec notamment la marche de Janos, il y a quelque chose où quand il arrive à l'hôpital et qu'il va y avoir évidemment cette émeute qui rentre dans l'hôpital pour tout saccager, et notamment tous ces corps vulnérables, fragiles, Abensour dit en fait voilà, quand l'utopie décroît, le totalitarisme croît. Et je trouve cette formule, je suis désolée de le dire là devant vous, mais elle est terriblement actuelle, quoi. Voilà. Ah bah oui, vous pouvez le dire, vous pouvez le voilà. dire. Et je pense que dans ce cinéma-là, il y a quelque chose effectivement chez Bellatar d'être visionnaire, comme dans la résistance que montre en fait Guy-Rodi dans son cinéma, dans cette manière finalement de ne pas penser toujours la question aussi d'un faire de création à côté en fait d'une manière d'exister, d'une manière de vivre. Comment en fait ces questions de vivre sont là, pour le dire plus simplement, en fait, mettre le réel dans la fiction, nouer le réel à la fiction et en faire un enjeu à la fois politique, critique et utopique. Et ça passe évidemment par le corps en mouvement. D'ailleurs, vous allez, si j'ai bien compris, vous allez même un peu plus loin dans ce chapitre qui s'intitule Marcher sans se taire, après la préface et le prologue. Donc, vous revenez sur Du soleil pour les gueux, mais vous dites aussi que marcher, c'est aussi repenser le rapport à la terre, et donc c'est s'éveiller politiquement, en gros. Oui. Alors, je Alors, trouvais ça intéressant et très actuel finalement. Alors, du soleil pour les gueux, c'est évidemment un film qui va prendre un peu à rebours aussi cette représentation d'un monde paysan qu'on a souvent montré un peu du côté folklorique, pittoresque, il faut le dire, même misérabiliste, et que la question de la terre, c'est aussi un rapport dynamique. C'est pas simplement un espèce de passé ou passif ou un passé un peu inerte et replié sur lui-même qu'on porte. Et ce que fait Guy-Rodi et ce qui est très beau, c'est la manière dont il va, par exemple avec le vent, parce que le motif et le son du vent est très présent dans le cos du Larzac. Il va conduire, on va dire, ce mouvement de marche avec ces paroles de Sanchez au berger. Le berger était un peu l'être fataliste qui dit on peut rien faire. Voilà, d'une certaine manière, il y a le patron des bergers et nous, on doit exécuter. Et il y a Nathalie Sanchez qui est là. Si, en fait, c'est un peu le corps, l'être insolent, c'est-à-dire qu'elle a une parole insolente. Et l'insolence, c'est une manière aussi de mettre en mouvement l'esprit critique. C'est une très belle insolence. D'ailleurs, je fais par moments dans le livre des rapports de comparaison, et je trouvais qu'il y a une comparaison à faire, en fait, entre le cinéma de Guy-Rodi et un cinéaste dont on parle peu et qui est pour moi aussi un très grand cinéaste, c'est Alain Tanner en Suisse, notamment avec le film La Salamandre. Entre Rosemonde et Nathalie Sanchez, il y a un peu à la fois un geste insolent et une parole insolente. Et cette parole insolente, c'est ni, on va dire, l'impolitesse, ni quelque chose qui relèverait, on va dire, d'une contradiction un peu frontale, mais l'insolence, c'est une poétique, en fait, de faire front à quelque chose et de dire, en fait, je veux me disputer pour questionner, en fait, un rapport au monde, et dans cette dispute, je vais mettre en mouvement un dialogue, et dans ce dialogue, le mouvement de la marche conduit quelque chose. Et là, il y a évidemment une forme un peu chorégraphique, et dans cette question chorégraphique, je pense à Teresa Faucon qui s'est beaucoup intéressée à cette notion où se loge le chorégraphique au cinéma. Il y a l'idée, effectivement, que la marche, elle met en mouvement, là aussi, un rapport, en fait, entre deux corps, entre deux esprits, entre deux manières de penser, et le spectateur reçoit, en fait, ce dialogue, et pas du tout comme quelque chose qui serait
serait sclérosé, mais qui participe du présent et qui est dans un présent vivant et dont la parole est très vive en fait. Et c'est ça que je trouve assez beau en fait dans ce cinéma-là, c'est que la beauté, elle vient pas en fait d'une contemplation devant le beau plan ou le beau paysage, mais de quelque chose de beaucoup plus nerveux en fait. Cette espèce de nervosité à la fois du corps en marche, et puis chacun aussi, il faut le dire, on a chacun une manière de se mouvoir. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette manière aussi de décliner, j'ai fait plusieurs portraits de marcheuses et de marcheurs en fait. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, je vous une petite parenthèse, j'ai pas envie d'être là le jour où vous entendez quelqu'un dire film contemplatif. Ça va vous énerver, je pense. Je referme non, mais c'est pas. parenthèse. Attention, moi, je mais le je suis d'accord questionne avec pas. vous, hein, Il ne c'est s'agit terrible, pas ça veut rien de dire. m'opposer à des camarades ou des collègues qui écrivent. Il s'agit de discuter avec hospitalité des choses. Je pense que c'est des termes, des fois, quand on les ressasse trop, à un moment donné, il y a quelque chose où, enfin, contempler, on a l'impression qu'il y a du retrait, où il y a comme quelque chose qui s'efface, où il y a comme quelque chose qui disparaît. Et ce que je voulais montrer, moi, dans ce travail de mouvement de la marche, dans l'espace, c'est que le mot contemplation est peut-être un peu trop faible, en fait. Il est trop fragile pour dire, en fait, l'activité du marcheur. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de l'effacer complètement, ce terme, mais peut-être, en fait, de le mettre un peu en retrait, parce que pour moi, quand j'ai écrit, effectivement, et qu'on travaille l'écriture de l'analyse, bah, chaque terme porte quelque chose. Et le terme contemplation, pour moi, il n'était pas... il ne traduisait pas, en fait, ce que je voyais. Et dans ce que je voyais, ce que je comprenais et je questionnais de cette marche, on avait l'impression que d'une certaine façon, il allait neutraliser en fait la vivacité du mouvement. Et donc du coup, effectivement, quand j'en parle, pour moi, la marche, c'est pas quelque chose qui est neutre en fait. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la marche apparaît quelque chose. Il y a un apparaître aussi bien d'une foule, et cette foule, elle a des visages, et l'anonyme, eh ben, on fait aussi le portrait des anonymes. Hein, c'est aussi l'anonyme, c'est aussi une pluralité humaine. Et c'est ça qui m'intéressait en fait. Et ça, on le retrouve notamment beaucoup avec le cinéma de Tsai Ming-liang dans la série Walker. C'est Walker que je ne connaissais pas. Il faut absolument que je vous pose la question d'ailleurs par rapport à ça. Mais vous disiez, il y a plusieurs types de marcheurs et de marcheuses que j'ai essayé de questionner dans le livre. Et il y a beaucoup de choses. Hein. Et page, plutôt, pardon, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, chapitre 5, donc à partir de la page 93, il y a 4 films que vous questionnez. Donc 3 films de Béla Tarr, Damnation, Les Harmonies Werckmeister, pardon, Satan Tango, et puis le film de Hubo, An Elephant Sitting Still, et c'est à la fin, pratiquement à la fin du chapitre, page 111. C'est très beau, vous dites, prendre assise, en parlant du film Elephant Sitting Still, prendre assise dans le monde et dans sa vacance revient à résider désormais donc dans l'immobilité. Et j'aurais bien voulu qu'on en parle de ça, de ce rapport à l'immobilité. Enfin, alors, bon, le film, c'est un... Vous savez que ce cinéaste a fait un court-métrage donc sous la direction entre guillemets de Béla Tarr. Et ce film alors moi, ce film, il m'a extrêmement émue en fait pour plusieurs raisons. D'abord, dans la manière de montrer à vif aussi des situations extrêmement précaires, vulnérables, de gens qui vivent dans une ville du nord de la Chine, qui sont dans des situations et des conditions de logement extrêmement pesantes, étouffantes. Hein, on sait tous que quand on vit évidemment dans une forme d'exiguïté, il y a quelque chose aussi qui s'étouffe de l'existence. Et il y a évidemment cet éléphant qui est un peu l'image, on va dire, alors pas fantasmé, mais cet imaginaire, aller finalement voir cet éléphant. Et puis là, il y avait quelque chose qui résonnait aussi avec le cinéma de Béla Tarr, évidemment, la présence de l'animal. Hein. On a évidemment la baleine dans Les Harmonies Werckmeister. Avec Hubo, on a l'éléphant. Et cet éléphant, évidemment, il est dans ce zoo et il est complètement dans une position d'immobilité. Alors, je ne dis pas d'inertie,
Parce que là encore, Oui. l'inertie, dans l'immobilité, il y a quelque chose qui est une position pour moi. Dans l'inertie, il y a quelque chose qui relève de la disparition. Donc, ce qui était intéressant, je trouve, dans le cinéma de Hubo, c'est dans la manière dont aussi, en fait, les corps sont des fois complètement en suspens, comme ça, immobilisés, tellement ils reçoivent une violence, en fait. Et la violence est très bien montrée dans le travail de composition du cadre, qui joue aussi sur les questions de flou. Et après, comment chaque fois ils se remettent en mouvement. Donc, il y avait vraiment un espèce de couple ici, mouvoir. Et dans ce mouvoir, il y a espérer en fait aller voir cet éléphant qui est complètement arrêté. Mais arrêté dans une immobilité, ça ne veut pas dire mort en fait. L'immobilité, c'est une prise de position. Et on pourrait aller encore plus loin. Par exemple, il y a en cinéma contemporain, il y a le travail d'Albert Serra. Le travail d'Albert Serra, c'est un magnifique manifeste de l'immobilité au cinéma. Et ça n'a rien à voir avec l'inertie. Ses premiers films le montrent dans ce travail où on est assis dans l'herbe, j'ai plus en tête le premier film. Au nord de Cavalleria, je crois. Voilà, c'est ça, merci. Et Je l'ai là, mal dit, hein, pardonnez-moi, je l'ai mal voilà. dit quand même. Non, non. Et moi, j'avais un trou de mémoire. Et là, c'est très beau aussi, cette manière dont, en fait, le cinéma contemporain va, d'une certaine manière, essayer d'approfondir et de piquer cette force à la fois de l'immobilité et du mouvement, et les donner comme des manifestes, en fait, comme des véritables positions. Ça veut dire quoi? Position, ça veut pas dire commencer et arrêter de suite le plan. Ça veut dire commencer et continuer. Et dans cette persistance, il y a quelque chose qui se donne, à la fois du paysage dans sa forme, dans sa force, dans ses détails, et dans une manière aussi de tenir une position. Enfin, voilà. Bellatar avait, quand je l'avais interviewé il y a quelques années, il avait eu cette petite moquerie qui était cette petite ironie. Il disait, mais en fait, on sort de chez soi, mais quand on sort, on fait peut-être moins de mouvements qu'un chat qui sort. C'est-à-dire, il disait finalement, l'activité humaine, elle est souvent réduite aux mêmes espaces. Alors, on a beau effectivement voyager très loin, dans le rapport quotidien, on a quand même un rapport aux mêmes espaces. Et dans ces mêmes espaces, il y a évidemment cette géographie qu'on connaît très bien. Et ce que montre Bellatar dans ses films, et je pense que c'est là où peut-être Rancière avait raison de dire que c'est peut-être la fiction la plus nihiliste de Bellatar, je suis complètement d'accord avec lui, c'est là effectivement où ce personnage qui marche, c'est un personnage qui est complète, qui bute en fait sur un espace. Il n'y a pas d'horizon possible, aucun horizon. Et là, je trouvais que dans la manière dont il le filme, chaque fois, il y a vraiment une place pour l'espace chez Bellatar. C'est-à-dire que cette poubelle qui est par terre, cette manière de faire sentir l'exposition de la pluie qui a laissé des traces et Carrère au fond du plan qui marche, il y a quelque chose dans le quotidien, il y a une forme de désolation, il y a une forme d'impossible. Et là, il y a une situation existentielle qui se donne dans un état brut avec une forme de sublime en négatif chez Bellatar. Voilà. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais comme on est malheureusement limité par le temps, je rappelle quand même dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de l'incidence. Mais j'aimerais terminer. On parlait de la série Walker. Alors là, pour le coup, autant la grande majorité des films que vous évoquez, je les avais vus, donc c'était aussi intéressant d'avoir. Mais il y en avait deux. Il y a Liliane, pardon, d'Andreas Horvath que j'avais raté. Voilà. Et non, il y avait aussi le film de Ben Rivers que j'ai pas vu. Et puis la série Walker. Et là, pour le coup, ça a été une grosse surprise pour moi. Alors, c'est c'est chapitre 4, un Walker à contretemps dans les villes du monde. Et c'est la série Walker de Tsai Ming-liang. Et il y a plusieurs épisodes. Et j'aurais bien voulu qu'on parle de cela parce que si j'ai bien compris, c'est une idée d'affranchissement, ce que vous essayez de questionner dans ce chapitre-là, dans le rapport à la marche. Si j'ai bien compris en tout cas le chapitre. Et si vous pouvez nous parler un peu de cette série, mais vous le dites dans les livres, mais ça m'intéresse. Je suis très curieux.
Alors, cette série, donc, c'est Sammy Liang, en fait, il est allé filmer dans plusieurs villes du monde. Walker, donc, un de ses films sur la marche, donc, c'est dans la ville de Hong Kong. Et il prend je vais rapidement puisqu'on a peu de temps, il fait référence en fait à un moine bouddhiste, et donc il a la kesa bouddhiste et il va marcher extrêmement lentement. Alors, il ne faut pas là aussi opposer la lenteur à la vitesse de la ville, parce que ça, en fait, il déborde cette opposition un peu schématique. Ce qui montre, c'est tout le travail de l'architecture. Et là, j'ai pris appui beaucoup sur un penseur que je trouve formidable et qui revient en ce moment et tant mieux, c'est Henri Lefebvre, qui est un grand penseur de la ville, sur cette manière dont, en fait, Sammy Liang va montrer à partir de ce marcheur qu'est-ce que c'est que cette ville, finalement, aussi, qui concentre, d'une certaine manière, un espace de consommation, hein, et d'une certaine manière, on a aussi le sentiment que ces grandes villes d'Asie ou aussi d'Europe, ce ne sont plus des villes où on peut marcher. Voilà. Je le dis à un moment donné, ce que montre en fait Sammy Liang, c'est aussi toute cette publicité, cette économie, cette espèce de vitesse en fait de la consommation, cette espèce d'architecture aussi, c'est-à-dire une architecture d'un pouvoir administratif, d'un pouvoir en fait de surveillance, d'un pouvoir aussi de consommation, et on peut plus loger le marcheur dans l'espace de la ville. Alors, il y a deux choses. Chez Sammy Liang, évidemment, la question du corps et du geste est extrêmement importante, parce qu'il y a l'idée aussi d'une forme de sensualité. Là, il y a comme une performance en fait de ce marcheur dans la ville, et dans cette manière de le regarder, c'est presque une sculpture dansée. Alors ce mot sculpture, je l'ai pas dit dans l'ouvrage, mais là je vous le dis, il y a évidemment quelque chose de très beau, ce mouvement, et peut-être que mon regret par moment, quand j'ai fini l'ouvrage et que je l'ai relu, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être pas assez insisté par moment sur cette beauté aussi du marcheur. Voilà. Je l'ai beaucoup pris sur les questions spatiales, utopiques, politiques, et cette question de la beauté du marcheur. Faire le portrait de celui qui marche, c'est celui qui respire, c'est celui qui est vivant, et c'est celui qui nous dit quelque chose aussi d'un rapport au monde. Et on l'a beaucoup ça avec Walker, c'est-à-dire que ce marcheur, en fait, hein, ce moine avec sa kesa, il y a évidemment quelque chose là d'une espèce de grâce, en fait, hein, du mouvement, qui est donné aussi comme force de vie, et qui renvoie effectivement à tous ces faux marcheurs qui sont plus en fait dans le déplacement. Donc je fais une distinction entre se déplacer et marcher. Marcher, c'est toujours le corps en soi. On va chercher l'énergie du corps quand on marche. Quand on se déplace, on veut déjà arriver avant même presque d'être parti de quelque part. Voilà. Sauf erreur de ma part, vous en parlez un petit peu dans Langueur lointaine, de la beauté, entre parenthèses, de la marcheuse, parce qu'elle, pour le coup, en plus, c'est très spécifique, c'est que, il y a une forme de, vous dites la face inhumaine, enfin, il y a une forme de rejet comme ça de la société, et je trouve que c'est aussi une caractérisation, si je me trompe pas. Alors, moi, je suis revenue beaucoup sur cette question d'une approche esthétique des films, avec la question du genre aussi, puisque évidemment, Liliane, c'est une femme qui marche seule. Dans le film, La dernière piste, c'est aussi les femmes. Et donc là, effectivement, je parle d'une grâce et notamment d'une certaine dignité de la marche dans le mouvement, hein, notamment dans La dernière piste. Dans Liliane, ce qui est intéressant, c'est de montrer en fait que l'espace en fait du dehors, il appartient aussi à un certain pouvoir genré, que d'une certaine façon, une femme seule, et ça on le voit avec Agnès Varda, Antoine Lillois, on le voit avec Messidor de Tanner, tous ces films qui montrent des femmes, des jeunes femmes dehors, et qui sont d'une certaine façon complètement qui ne peuvent pas finalement être dehors. La femme n'a pas la possibilité de pouvoir finalement être libre dans l'espace du dehors. Voilà. Ça, c'est aussi un questionnement intéressant sur la question d'un pouvoir, d'un genre sur un autre. Hein. Il ne faut pas non plus oublier, quoi. Voilà. Donc ça, c'est dit aussi à ma manière. Oui.
Bon. Plein de choses à dire. Et donc, c'est pour ça que je vous invite fortement à vous procurer ce livre, Marcher au cinéma, ligne d'existence. C'est édité chez De l'Incidence Éditeur. Je rappelle, pour moi, c'est important. Il y a la préface signée Antoine Debec, mais aussi en forme de postface de Pierre Creton. Et si vous ne connaissez pas en plus le cinéma de Pierre Creton, c'est juste magnifique. D'ailleurs, ça aussi, on aurait pu en parler. Que vous faites, c'est un film, moi j'adore. C'est très beau ce qu'il a fait sur la manière dont il a travaillé la poésie de Roux et la question de l'espace. C'est très beau. C'est un grand cinéaste. Je le remercie encore. J'avais de la chance. En tout cas, le livre est disponible sur le site de l'Incidence. Le lien est dans le descriptif. Merci beaucoup, Corinne Maury, d'avoir Merci, Samir. Merci de répondre à mes questions. Et puis à très vite. Merci à vous. Générique. Au revoir. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just